Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. La science, un domaine qui passionne les uns et peut parfois ennuyer les autres. Heureusement, certains scientifiques sont très pédagogues et agissent pour que la science soit accessible à tous. Et c'est le cas de l'équipe de l'Espace des Sciences dans le pays de Morlaix. Michel Cabaret, bonjour. Bonjour. Alors vous, il y a 10 ans, vous avez créé cet Espace des Sciences, un lieu où tous les publics sont les bienvenus pour apprendre de façon ludique. C'est un peu ça, Michel? C'est ça. Et l'Espace des Sciences est né il y a 30 ans à Rennes. J'ai contribué à sa création et ayant été moi-même passionné par la science lorsque j'étais enfant au Palais de la Découverte à Paris, et j'ai pu concrétiser ce rêve en construisant l'Espace des Sciences de Rennes qui est abrité au Champ Libre. Et puis, depuis une dizaine d'années, nous menons une série d'activités sur Morlaix et avec de très très belles perspectives. Et on en parle tout à l'heure. Merci Michel. Marcel Kiviger, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de bande dessinée. Oui, de bande dessinée, une bande dessinée scientifique d'ailleurs. C'est une bande dessinée que nous commençons à faire paraître cette semaine dans le Télégramme, qui a eu le prix de la BD maritime du Télégramme et du Festival de BD de Perros-Guirec, sur les scientifiques qui se vont en Terre Adélie, en Antarctique, et qui explorent l'Antarctique et qui font des recherches là-bas. Absolument superbe, magnifique. On en parle tout à l'heure dans l'édito. Et en plateau également, Frédéric Lorenzon. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Alors, vous étiez sur un autre plateau ce vendredi, celui des Capucins à Brest, où le chantier avance. Oui, l'ex-site de l'Arsenal, où se fabriquaient bon nombre de machines de guerre, où sans doute beaucoup de scientifiques ont travaillé aussi. Donc visite de chantier ce vendredi, un moment exceptionnel car il y a encore des travaux de grosses œuvres, donc d'importants travaux. Et nous avons pu nous rendre sur place. Alors on voit ça dans un instant. Et puis le vendredi, c'est aussi le jour de votre rendez-vous avec Stéphane Leroy. Vous retrouverez donc sa brève de trottoir en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 27 février. Et encore une visite ministérielle pour terminer la semaine. Ce vendredi, Jean-Yves Le Drian était au chantier Piriou à Concarneau. Le ministre de la Défense venait faire le point sur les commandes en cours. L'occasion aussi pour Piriou de dire un mot sur l'avenir de la Calypso. Et Christophe Boucher était sur place. Pas de favoritisme pour Jean-Yves Le Drian envers les chantiers Piriou de Concarneau. C'est aujourd'hui le ministre de la Défense, mais aussi le client qui est en déplacement dans le Finistère. La Direction Générale des Armées a commandé 3 bâtiments multimissions au chantier naval finistérien. La pêche n'est plus le fonds de commerce du groupe qui réalise 60% de son chiffre d'affaires pour la défense. Donc je pense que cette entreprise, surtout qu'elle s'est alliée pour un certain nombre de sujets avec des CNS, a de belles perspectives devant elle, en particulier à l'exportation. Et quand Pascal Piriou dit « j'envisage de doubler d'ici 2020 mon chiffre d'affaires », je pense que ce n'est pas un pari audacieux, c'est un pari qu'il peut tenir. Il y a 3 B2M qui seront construits ici, dont j'ai décidé de la construction ici, non pas pour les aider, mais parce qu'ils étaient les meilleurs. Et il y en a sans doute un 4e à venir, mais pour l'instant pas notifié. Mais il est déjà baptisé. Si tous les voyants sont au vert, pour le groupe, il reste l'épineux dossier de la Calypso. Arrivé à Concarneau en 2008, le navire du commandant Cousteau, propriété de la fondation du même nom, n'a pas les moyens de remettre à ce jour le bateau en état. Le 12 mars prochain, la Calypso a obligation de quitter les hangars du chantier. Sinon, Pascal Piriou demandera au tribunal le lancement d'une procédure de saisie-vente du navire. S'il n'y a pas de position claire, ce qui est le cas aujourd'hui, moi je demanderais simplement avoir le droit de vendre le bateau. Et je n'espère pas le vendre comme une vulgaire voiture épave qui serait laissée sur la voie publique. J'ai le secret espoir, parce que j'ai très envie que ce bateau-là continue sa vie autrement qu'en épave. Je pense qu'on peut trouver des gens fortunés pour qui le dossier serait intéressé, qui seront prêts à mettre de l'argent pour lui redonner un nouveau projet. Il est moins triste que ce qu'il en a l'air vu de l'extérieur. La partie intérieure est plus... mais il y a énormément de travail. Mais c'est faisable avec quelqu'un qui aura les moyens. Et voilà, c'est un problème de volonté et de moyens. On attend que la Fondation nous dise ce qu'elle entend faire. La Fondation Cousteau a jusqu'au 12 mars pour trouver une solution pour sauver la Calypso. Et Frédéric, donc visite de chantier aux Capucins à Brest ce vendredi. Oui, ça fait presque un an que les travaux ont démarré. Il a fallu désamianter, retirer l'ancienne charpente. Et aujourd'hui, donc visite de chantier. Il y a encore des travaux de grosses œuvres, mais ça avance, ça avance. Donc on a pu se rendre compte déjà des premiers avancements. On regarde votre reportage. Aujourd'hui, donc 1 hectare de place couverte qui vont, je l'ai dit tout à l'heure, mais distribuer tous les programmes dont on a parlé. La médiathèque qu'on vient de visiter, le cinéma qui sera en face. À terme, le fourneau. Pour l'instant, il faut encore un peu d'imagination pour se projeter au travers des futurs rayonnages de la médiathèque
dans les restes des ateliers ouverts à tous les vents sur le plateau des Capucins. On va réutiliser un certain nombre d'éléments. Il y a un escalier hélicoïdal qui sera réimplanté dans le coin de l'auditorium. L'architecte a vraiment été soucieux de respecter cette architecture très particulière des ateliers. Sur 10 000 m², le futur équipement culturel rassemblera 350 000 documents. Ouverture au public prévue en juin 2016. Pour accéder à ces grandes halles, la gare d'arrivée du téléphérique prendra place ici. Dans ces nefs doit prendre aussi place un cinéma de 6 salles. Un appel à candidature est lancé, mais aucun opérateur n'est encore désigné. Et puis le fourneau doit aussi s'installer au Capucin, mais pas avant 2018-2019. Il faut dire qu'il reste encore un petit peu de travaux. Le parking, comme vous avez pu voir également, est pratiquement terminé. Et au niveau des ateliers, par contre, il nous reste approximativement 1 an et une petite année et demie de travail en fait. Élément le plus avancé pour l'instant au plateau des Capucins, la Cité internationale. Donc on a la composante résidence internationale, qui est une offre en fait de logement, de 33 logements de 25 mètres carrés qui seront mis à disposition des chercheurs et enseignants-chercheurs internationaux, et le centre de mobilité internationale qui est en fait opérationnel déjà depuis l'été 2013 et qui va en fait proposer des services pour accompagner justement et faciliter l'installation des chercheurs. Une fois le gros œuvre terminé, ce seront bientôt 300 ouvriers qui travailleront chaque jour sur les halles des plateaux des Capucins afin de réaliser les ouvertures et les réseaux d'eau et d'électricité. Alors pour l'instant les travaux avancent, mais aucune installation ne semble définitive en fait à part la médiathèque pour l'instant. Oui, les halles risquent de rester un peu vides quand même encore dans les premiers mois. En effet, l'appel à candidature pour le cinéma de 6 salles n'est pas encore clos. Il le sera à la fin du mois de mars, donc il faudra après trouver un candidat. Il y avait le groupe Cinéab qui gère déjà le multiplex, qui s'était porté candidat il y a déjà plusieurs mois, puis il avait retiré sa candidature. En effet, à l'époque, c'était vraiment un projet de multiplex qui avait cours, c'était 12 salles. Et puis donc il est peu probable que ce groupe retente sa chance dans cette configuration-là. On parle d'un autre candidat, ce serait peut-être le groupe qui gère en fait le cinéma, le Celtic, à Brest. Alors les halles seront occupées aussi par d'autres activités. Oui, il y a quand même 25 000 mètres carrés de bureaux, commerces et autres services prévus sur les 16 hectares du futur quartier. Lorsqu'on demande ce qui est prévu, les réponses restent assez évasives. En effet, on touche au secteur privé, donc les entrepreneurs n'ont pas forcément fait connaître encore leur projet. Et on a le sentiment qu'il y a encore beaucoup d'espace et peu de monde pour l'occuper. Alors le trait d'union indispensable, c'est le fameux téléphérique. La médiathèque va ouvrir en juin 2016 et juste à côté, il y a la gare d'arrivée, on l'a vu. Mais il faut attendre la mise en place de ce téléphérique qui est normalement prévu pour les fêtes maritimes de juillet 2016, donc pratiquement au même moment que l'ouverture de la médiathèque. Mais il faut rappeler quand même que la médiathèque, elle, a déjà 6 mois de retard, donc on peut peut-être appliquer le même délai pour le téléphérique. À voir. Enfin, cap sur Morlaix pour découvrir une double exposition. Le musée des Jacobins met en lumière la condition des enfants à travers l'histoire. Des toiles du XVIIe siècle côtoient des photographies du XXe siècle de l'agence Magnum. Visite des lieux avec Margot Durand. Pour remplacer la collection permanente, le musée de Morlaix choisit de mettre en place l'exposition Chers enfants. Elle est consacrée à la condition des enfants du XVIIe au XIXe siècle. 70 œuvres y sont présentées. Le public retrouve par exemple des tableaux de Sérusier ou Romanelli. Et la condition de l'enfant à travers le monde et à travers les âges, donc à travers la peinture, bien sûr qui montre l'enfance heureuse, mais qui montre aussi au XIXe siècle l'enfance au travail, l'enfance miséreuse. Des œuvres graphiques aussi que nous venons de remplacer par des photographies. En plus de ces peintures, le musée collabore depuis peu avec la célèbre agence de photos Magnum. Créée en 1947 par Robert Capa, une trentaine de clichés sont exposés. Tout comme les peintres, les reporters témoignent en images de la place de l'enfant. Cette grande agence Magnum ont eu un regard très vif et très important sur les enfants. En résonance avec les peintures, on montre des œuvres des enfants dans les moments heureux, en famille. Le musée de la place des Jacobins propose un parallèle entre les deux formes d'art. La
peinture de Picard date de la fin du XIXe siècle, où la condition de l'enfant au travail était quand même difficile. On avait dans les rues de Paris ou dans les rues des grandes villes de France beaucoup de petits marchands de journaux. Et cette photo de Jean Goldberg, qui date de 2007, montre que les petits marchands de journaux de cet âge-là, malheureusement, existent toujours. Petit rappel pour les curieux, l'exposition Chers enfants se prolonge jusqu'au 16 mai. Des ateliers et des visites de découverte sont à la disposition du public. Voilà, et on reste à Morlaix où il y a 10 ans ouvrait l'Espace des Sciences. Michel Cabaret, vous aviez fondé l'Espace des Sciences à Rennes en 1984, puis celui de Morlaix en 2005. Vous êtes un passeur de science, on peut vous appeler comme ça. D'où vous vient cet amour de la science? Est-ce que vous étiez un petit garçon curieux? Oui, j'étais curieux. J'avais été aussi fasciné par les têtards qui vivaient dans l'eau une partie de leur vie, au tout début tout du moins, et puis après qui sortaient de l'eau pour avoir une respiration aérienne. Et là, je me disais, mais comment ça se passe? Comment tout cela est-il possible? Bon, j'ai compris ensuite l'embryogenèse, etc. Et donc, j'étais biologiste. J'ai travaillé sur les vers de terre, notamment. Et j'ai toujours eu cette passion de partager les sciences, parce que je crois que les... Ça, parce qu'on peut être curieux dans le domaine des sciences, mais il y a aussi la véritable envie de partager, de transmettre. Ouais. C'est ce que vous faites. Tout à fait, mais je pense que les sciences ne valent que si elles sont partagées avec la communauté éducative, c'est-à-dire transmises aux enfants à l'école, mais aussi partagées avec le plus grand nombre pour justement comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et puis elles sont aussi utiles pour le développement économique. Et en France, c'est une donnée très importante aujourd'hui qui nous permet justement d'aller de l'avant et de travailler en intelligence pour un petit peu contrebalancer nos lacunes concernant par exemple nos coûts de production. La science est très importante dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors, les scientifiques ne sont pas tous très grand public, j'ai envie de dire, ils ne sont pas tous aussi pédagogues que vous. L'importance de savoir décoder la science, de la vulgariser, c'est hyper important aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même de chercheurs qui communiquent, qui parlent. C'est vrai que pendant très longtemps, la science est restée confinée sur elle-même. D'ailleurs, personne n'aurait osé la remettre en cause. Aujourd'hui, des questions se posent. On s'intéresse, lorsqu'on parle des sujets de la biologie, de l'énergie, de la conquête spatiale, des questions environnementales. Les sciences sont très présentes et nous permettent justement d'avoir une pensée rationnelle. Et elles font donc aujourd'hui, je pense, partie de notre quotidien et surtout de notre culture. Alors l'espace des sciences, c'est un peu la science pour les nuls, quoi. C'est voilà. Venez, on va vous expliquer. Je pense que c'est tout un métier, comme votre métier de journaliste, de savoir transmettre, avec plaisir, de donner le goût de la connaissance. C'est quelque chose aussi que l'on aime bien parce qu'on aime le public et on aime les sciences. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une culture de base, une culture scientifique de base minimum pour commencer à s'intéresser aux mécanismes scientifiques, aux disciplines scientifiques? Oui, effectivement, il y a quand même une pensée rationnelle dans la science. C'est-à-dire, il y a une démarche scientifique, il y a un questionnement, il y a une observation, il y a l'expérimentation, la déduction. Cette culture de base, est-ce qu'elle est maîtrisée aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts, justement, parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement aussi attaqué. Il y a des mouvements anti-science, malheureusement, qui se développent. On remet en cause l'exactitude. Voilà, on remet en cause l'exactitude scientifique aujourd'hui, et ça c'est un réel problème. Et puis comme vous le dites, il y a l'obscurantisme. J'étais très choqué cette année d'apprendre qu'on avait interdit à des enfants de venir à l'espace des sciences parce que ce que nos scientifiques racontaient dans notre planétarium à Rennes n'était pas conforme à la réalité que certaines religions pouvaient se faire. Et cela m'a choqué, m'a bien montré donc l'importance plus que jamais de diffuser, d'échanger autour des sciences. Comment captiver les plus hermétiques aux sciences? Je pense qu'il faut partir de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que la science nous a beaucoup aidés lorsqu'on pense à notre santé. Notre espérance de vie a cru au cours des dernières décennies. Heureusement, il reste bien sûr de nombreux problèmes qui se posent, le vieillissement, la fin de vie, mais la science nous a permis quand même des avancées fulgurantes. Dans le domaine des communications, je pourrais parler du téléphone portable, de l'informatique, dans le domaine des mathématiques, de la conquête spatiale. On est allé tout récemment, le 12 novembre dernier, se poser sur une comète qui est à 550 millions de kilomètres de la Terre, et après avoir fait beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'on a tourné autour de d'autres planètes. C'est
extraordinaire. La science, c'est partout, c'est tout ce qui nous La entoure. science, Il faut l'avoir dans notre quotidien. La en fait. science, c'est ça elle que est partout, et justement, pour certains, elle fait peur. Elle a été difficile quelquefois à apprendre à l'école. Certaines sciences sont abstraites, les mathématiques. Est-ce que l'école peut tuer un peu l'amour des sciences en étant trop théorique, peut-être Il y a demain une personne... Je pense que demain, il y a une personnalité que j'apprécie beaucoup, qui est Pierre Léna, qui a monté la main à la pâte avec Georges Charpak et Yves Quéré, justement, qui est membre de l'Académie des sciences. Et c'est un grand monsieur qui, comme Hubert Curien, a fait beaucoup d'ailleurs pour l'espace des sciences. Et ces gens-là, justement, ont essayé de réintroduire et de donner de nouveau le goût des sciences, et dès le plus jeune âge. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est important parce qu'on avait oublié d'observer la nature, on avait oublié de faire des expériences scientifiques. Nous, quand on était enfants, ça nous fascinait de faire une petite explosion, de manipuler. Justement, les manipulations, toucher du doigt les sciences, c'est vos propos. Pour démocratiser, pour vulgariser, ces ateliers-là, vous les faites on le fait à Rennes, on le fera demain à Morlaix. Ça, c'est très important parce que je pense qu'on découvre d'autant mieux qu'on réalise soi-même l'expérience, qu'on se pose des questions. Et nous, à l'Espace des sciences, on essaye de prendre les gens à contre-pied justement pour susciter leur intérêt, parce que le moteur de tout cela, c'est la curiosité. C'est comprendre le monde. Les scientifiques sont des bricoleurs, hein, un peu quand même. Ce sont des personnes qui se posent des questions, qui touchent à tout, qui doutent, qui montrent leurs expériences. Vous avez un très gros projet sur Morlaix. Au-delà de ce week-end qui cache un peu la forêt, il y a un énorme projet de création d'espace d'une antenne, de l'espace des sciences de Rennes, avec nos expositions qui y viendront. Et c'est vrai que ce projet vient dans le prolongement des 10 ans que nous fêtons avec la mairie de Morlaix, et demain avec l'agglomération de Morlaix Communauté, nous allons pouvoir développer un nouveau projet dans l'ancienne manufacture royale des tabacs, et nous allons pouvoir donner un écrin à cette culture scientifique avec une dimension nouvelle qui est la valorisation aussi du patrimoine industriel. Si bien qu'on bouclera finalement les choses autour de la culture scientifique, technique et industrielle, et c'est un très beau projet qui a été reconnu nationalement. Il verra le jour quand, ce projet? Alors nous en avons pour 4 ans, 2 ans de travaux, de restauration, et puis 2 ans de muséographie, donc une ouverture en 2019 environ au grand public, avec des enfants, du grand public, et j'espère que ça sera un très gros succès comme à Rennes, puisque nous avons plus de 236 000 visiteurs qui viennent chaque année. Alors, avant d'en arriver là, il y a les 10 ans, donc avec une belle programmation. On ne va pas tout citer, mais il y a des conférences comme par exemple la physique surprise, c'est le 28 février à 20h. Alors là, on apprendra que oui, on peut franchir le mur du son en chute libre, non, les veines ne sont pas bleues, oui, on peut séparer le chaud et le froid dans un courant d'air. Alors la science, c'est répondre aussi à des questions qui paraissent enfantines. Mais tout à fait, et ça, je crois que c'est important. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la mer est salée? Ce sont des questions simples. C'est de là vient l'amour des sciences. Voilà, lorsqu'on les pose à ses parents, lorsqu'on est petit, des fois les parents ont du mal d'ailleurs à y répondre, parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Et finalement, la curiosité, comme je vous le disais, c'est le moteur de notre existence. Et je pense qu'elle est sans limite, la curiosité. Je ne souhaite pas, moi, qu'on arrête de faire de la recherche. Parce que la recherche, bien sûr, c'est-à-dire que plus on avance, plus on a de choses à savoir. Et finalement, on se rend compte que moins on sait de choses. Donc on est très humble aussi lorsqu'on fait de la science. Est-ce que les Bretons aiment la science? Oui, je pense, parce que les Bretons sont curieux. Lorsque je vois la fréquentation de nos conférences à Rennes, à Morlaix, à Saint-Malo, on a plus de 400 personnes chaque semaine de grand public qui vient découvrir les grands scientifiques qui participent à nos expositions, à nos séances de planétarium, et demain à ces conférences, et ce soir sur les méduses à Morlaix, on voit bien que les gens sont curieux. Il faut savoir leur parler, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement diffuser la science, c'est savoir aussi écouter son public, répondre à ses questions, aux questions même quelquefois auxquelles ils ne pensent pas. Et c'est une démarche relationnelle, cette interactivité avec le public est essentielle. Merci beaucoup, Michel Cabaret. On retrouve tout le programme des 10 ans de l'espace des sciences en Pays de Morlaix sur espace-science.org/Morlaix. Et tout de suite, c'est l'édito. Alors Marcel, aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle BD qui paraît dans le Télégramme actuellement. Ça s'appelle La Lune est blanche. C'est signé François et Emmanuel Lepage. Oui, et puis on reste dans le monde des scientifiques, puisque ce sont François et Emmanuel Lepage, dont on publie la BD. Ce sont des dessinateurs, ce sont des photographes, et qui ont accompagné les scientifiques pendant un très long voyage sur la Terre Adélie. Un voyage qui commence à Brest, à l'IPEV, à l'Institut polaire, et qui mène les scientifiques, des météorologues, des glaciologues, tout un tas de scientifiques français,
en Terre Adélie, après un très long voyage en bateau. Et là-bas, nos 2 dessinateurs vont se rendre jusqu'à la base Concordia, qui est un voyage absolument extraordinaire, qui est en danger absolu. C'est vraiment comme aller dans une station spatiale. Ils vont s'y rendre et ils rendent compte de ce voyage, du travail des scientifiques, de leur passion, des rencontres qu'ils font dans un album qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle La Lune est blanche, et auquel nous avons décerné cette année le prix de la BD maritime. La BD maritime, c'est un prix qui est réalisé par le Télégramme en association avec le Festival de BD de Perros-Guirec. Il va y avoir donc une très très belle exposition à Perros-Guirec mi-avril lors du festival, et la BD va paraître dans le Télégramme, une BD un petit peu raccourcie car c'est un énorme pavé de 120 pages. On ne pouvait pas tout mettre, et Emmanuel Lepage nous a fait vraiment cette gentillesse à nos lecteurs de la réécrire, de la reséquencer, et donc c'est presque un nouvel album que nous publions à partir de cette semaine dans le Télégramme pendant 3 mois. Et on précise que donc il y a un photographe dans les Frères Lepage et un dessinateur. Donc c'est un album qui mixe photo et dessin. Photo, dessin et aussi l'histoire de 2 frères. C'est leur histoire. Ils se racontent eux-mêmes le petit challenge qu'il y avait entre ces 2 frères. Et ce voyage de scientifique, c'est tout à fait étonnant. C'est une aventure humaine aussi d'aller sur cette base là-bas où on est complètement coupé du monde. Et alors justement, le travail des scientifiques exposé comme ça dans une BD, ça doit vous intéresser. Mais oui, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, on voit bien que la science, elle a des dimensions culturelles, qu'elle est présente dans une bande dessinée, que c'est une belle aventure, comme vous le disiez, c'est de l'aventure. Il y a de la compréhension aussi après derrière tout ça. Il y a de l'activité humaine et puis il y a du partage de connaissances. Et la science, finalement, on peut aussi l'ouvrir vers le monde de la littérature. Nous avions fait une exposition Meurtre à l'espace des sciences où on parlait de la police scientifique. La science, elle peut être présente dans le théâtre également, elle peut être présente dans les médias, dans vos informations. La science est partout. C'est ça. Il faut s'y intéresser. J'ai juste une toute petite question. On dit qu'elle est partout, mais pourquoi elle n'est pas à Brest justement aussi la science? Parce que vous avez pourquoi l'espace des sciences n'est pas à Brest? C'est une communauté scientifique très importante à Brest. Oui, je pense que oui. Brest est une grande ville universitaire française et bretonne, et vous avez un équipement avec qui d'ailleurs nous collaborons, l'espace des sciences, Océanopolis. Nous avons réalisé des expositions ensemble sur la biologie marine. La collaboration se fait. La collaboration se fait très très bien. Nous, notre espace, il est, je dirais, on touche un petit peu à toutes les sciences, alors qu'Océanopolis est dédié au monde de la mer. Mais nous avons beaucoup de relations, et notre développement futur à Morlaix ne fera que renforcer nos relations dans le Finistère. Alors, rien à voir, mais est-ce que vous aviez vu cette vidéo lors des dernières grandes marées où une journaliste de BFM se prend une très grosse vague dans le dos? Voilà, ça, en tous les cas, ça a beaucoup plu à Steven Leroy. On regarde sa brève de trottoir. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Bon, ouais, ça y est, championnat terminé, je suis tout en bégavel, on a le champion du monde. C'est une gonzesse, elle s'appelle Fanny, elle passe à BFM TV, et alors celle-là, elle a gagné le championnat haut la main. Ah, je t'explique, c'était le championnat, le Parigot fait le cours en province et découvre comment vivent les gens. Alors là, ils ont eu une super idée, les gars, ils se sont dit, tiens, bah là, c'est vachement sympa, il y a grande marée, gros coef, un coup de baston là-dedans, on a qu'à envoyer Miss Météo faire le guignol à Saint-Malo. Parce que bon, le TGV, il s'arrête à Saint-Malo. Après, c'est le désert, tu comprends, pour ces gars-là. Après, tout ça, c'est un peu les Indiens, le ranch et Yukaidi. Donc, ils ont envoyé Fanny, Miss Météo. Faut pas croire qu'elle ait fait de la météo. Ah non, elle est bonne, point final. Elle sait juste, le ciel est noir, il pleut, le ciel est bleu, il fait beau. Donc, voilà. Donc, ils l'ont envoyée là-dedans. Et là, voilà, qui arrive, bon, déguisée comme une Parisienne à Saint-Malo et qui se pète pile au milieu où faut pas y aller. Parce qu'elle est au milieu d'une digue, quoi. Et donc tous les gamins là-dedans, tout à Saint-Malo, les gars, ils savent que là, bah, quand il y a grande marée, bah, tu vends pas parce que bah, autrement, bah, y a un risque quand même, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour savoir ça. Mais elle, si elle est là, tranquille avec son caméraman, et là, le gars, à l'écran, il dit priorité au direct. Oh, je t'explique même pas. Il va y avoir une vague à grande marée, c'est du direct, quoi. C'est chaud brûlant comme le conflit en Ukraine ou Daesh, je sais pas où, quoi. C'est chaud brûlant, donc là elle est là, ça. Et là t'as une vague, tac, qui chope le caméraman. Elle tombe, elle se marre, tout le monde se marre, c'est super, elle a failli crever, mais tout le monde rigole. C'est le même mec qui est musulman tout plein quand il dit qu'il y a eu un attentat et qu'il y a 250 morts au Pakistan, mais là il rigole, le mec, il est mort de rire. Non mais bravo, chapeau. Vraiment, championnat, c'est imbattable, hein, niveau de conneries. Enfin, je veux dire, plus con, c'est imbattable, quoi. Là, on atteint une sorte de quintessence, c'est un coup franc de Bruno Grougy, quoi. C'est magnifique, quoi. La prochaine fois, pour la marée de 120,
le 21 mars, on va la péter entre Molène et Ouessant. C'est là où il y a des bandes d'algues. Et on va attendre qu'il y ait un gros coup de flotte pour que vraiment elle se barre et que le mec soit mort de rire, quoi. Et puis autour, tu auras des gamins, parce que là, ils faisaient l'école buissonnière pendant les vacances. Parce que chez les sauvages, tu sais, tu fais l'école buissonnière, quoi. Tu apprends à écrire sur des tablettes avec des dents de veau pour écrire des trucs, quoi, tu vois. Et puis la prochaine fois, priorité au direct, on l'amènera à Tchernobyl à poil. Quand elle verra un cochon avec 3 couilles, elle suspendra à lui, et puis comme ça, ce sera nickel. Bon, à part ça, nous sommes Charlie. Enfin, pas elle, hein. Vraiment pas elle. Voilà, Michel, vous pourrez peut-être inviter la Miss Météo de BFM à l'espace des sciences, lui expliquer le phénomène des marées, tout ça, la puissance des vagues. Voilà, le soleil qui a rendez-vous avec la lune. Bon, voilà, merci beaucoup à vous trois d'être venus en plateau. Ce soir, je rappelle les 10 ans de l'espace des sciences en pays de Morlaix ce week-end. Nous, on se retrouve lundi à la même heure. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.